Vous étiez censé passer ce matin dans l'émission Mirador de nos confrères de FIM FM. Finalement, vous n'êtes pas passé. L'émission a été annulée. Et vous avez certainement suivi tous les commentaires qui ont suivi. Les échos. Qu'en dites-vous? Bon, je n'ai pas de commentaires. Hein. Bon, les FIM FM m'avaient demandé d'accepter de passer pour parler du prix comme vous-même. Bon, on m'a dit que finalement, ça ne passe pas et que l'émission a été annulée. Après, j'ai vu dans les réseaux sociaux les motifs pour lesquels on a parlé de pression politique. J'ai vu tout le débat que ça a suscité, les différents communiqués. D'abord de FIM FM, ensuite d'Antonio Soare, ensuite du gouvernement. Bon, alors, bon, tout ça, ça fait... Et enfin, la HAC, qui vient juste de sortir son communiqué. Je n'ai pas vu le communiqué de la HAC encore, parce que j'étais à la cérémonie, là. Après, je suis venu, j'étais tellement fatigué que j'ai somnolé un peu, et puis voilà. Est-ce que ça vous a surpris? Est-ce que vous avez été surpris de cette décision prise? Dire que vous n'allez pas être, donc, à cause de vous, d'ailleurs, l'émission n'a pas eu lieu. Rien ne me surprend en Guinée, hein, mais bon, écoutez, ça ne me surprend pas. Je sais que tout peut arriver dans notre pays, hélas. Souhaitons que tout peut arriver, mais dans le sens... dans le meilleur. Dans le meilleur, voilà. Allez-y, Lamine Moïmassi. Dans les deux sens, hélas, dans les deux sens. Malheureusement. C'est dommage si cette hypothèse de pression politique était le facteur explicatif de ce qui est arrivé, ce serait dommage. Alors, vous avez demandé le dialogue politique, vous l'avez eu, le gouvernement, le président de la République a fait un décret pour annoncer l'ouverture du dialogue politique. Il a nommé deux facilitatrices, les trois facilitatrices, deux actives. Et donc, le médiateur de la CEDEAO reste toujours dans l'organigramme de ce cadre de dialogue. Mais malgré tout ça, ici, ce qu'on ne comprend pas, c'est que vous avez toujours rejeté ce cadre de dialogue. Qu'est-ce que vous reprochez fondamentalement? Que nous voulons que le dialogue soit fécond et qu'il conduise à un consensus entre les responsables, entre les participants au dialogue. Vous n'ignorez pas qu'il y a une crise de confiance dans notre pays entre les acteurs politiques et la jeune notamment. Je crois que les CNRD prêtent aux acteurs politiques des agendas cachés et certainement aussi que les acteurs politiques prêtent à la junte un agenda caché. Ce qui est vrai, c'est qu'on pense que les uns veulent rester aussi longtemps que possible et les autres souhaitent qu'on aille aux élections le moins longtemps que possible. Alors, donc, pour confronter les points de vue sur tout ça, sur cette question de délai et sur d'autres, il est important qu'on ait un médiateur qui soit au-dessus de d'autres. C'est les actions judiciaires, la justice qui est mise en branle. Attends, on va finir sur le dialogue. Quand vous dites d'autres, pour permettre aux éditeurs de comprendre tout. Allez-y, Monsieur le Président. Oui, alors, je dis le dialogue, il faut d'abord définir de quoi on parle. Je disais que le gouvernement peut ouvrir un débat sur l'ensemble des questions, sur l'ensemble des secteurs publics, sur l'ensemble des secteurs de gestion de l'État, c'est-à-dire les politiques sectorielles, qu'est-ce qu'on fait dans le secteur de l'éducation, de la justice, des infrastructures de transport et tout ça. Mais pour le dialogue politique, nous, on pensait qu'au départ, il fallait parler en fait, de la sortie de la période d'exception, c'est-à-dire comment on sort de la période d'exception. C'est par les élections. Alors, pour parler d'élections, il faut parler de quoi? Pour nous, de cadre juridique et réglementaire, constitution, code électoral, organe de gestion des élections, des conditions matérielles, techniques et organisationnelles permettant d'aller aux élections, c'est-à-dire des fichiers, de l'opérateur technique, des urnes, des isoloirs, des bulletins de vote, des cartes d'électeurs et de découpage électoral. Tout cela, c'est les conditions techniques, matérielles et organisationnelles réunies à réunir pour pouvoir aller aux élections. Ça demande quoi? Combien de temps? Alors, quels sont ceux qui sont intéressés? C'est d'abord ceux qui vont aux élections et ceux qui contribuent au financement
à l'observation des élections. Alors, ceux qui contribuent en général au financement des élections, c'est le G5. Alors, ils sont là, ils doivent être là pour s'assurer que le processus est crédible et qu'il conduit à l'organisation d'élections crédibles. Parce qu'ils doivent mettre à disposition de l'assistance technique, de l'argent pour financer l'acquisition des matériels, pour financer l'opérateur technique, et puis ils doivent déployer des observateurs électoraux. Tout cela demande bien entendu de l'argent. Il est important qu'ils soient là. Et de l'autre côté, ils doivent aider à aplanir les divergences. Je vous ai dit que la crise de confiance est énorme. Et pour confronter les idées, ils sont là pour rappeler les bonnes pratiques et peut-être la bonne interprétation des lois si les deux parties en face n'arrivent pas à s'entendre. Nous estimons que la société civile qui déploie généralement aussi au niveau local des observateurs peut être là. Le CNT qui doit prendre des lois sur la base des consensus qui vont se dégager du dialogue peut être aussi là. Mais on n'a pas besoin d'autres. Vous comprenez? Des gens qui connaissent le processus électoral, qui peuvent dire, bon, voilà ce que nous pensons du code électoral, voilà ce que nous pensons du fichier, voilà comment faire pour obtenir un fichier qui reflète fidèlement l'état du corps électoral. Ce débat, on peut le faire, mais devant des gens qui connaissent ces matières-là. Donc, nous avons dit, voilà le cadre de dialogue que nous souhaitons. Et ensuite, nous avons besoin d'avoir un médiateur de la CEDEAO responsable qui préside ce dialogue. Nous avons demandé ça. Si le pouvoir désigne des médiateurs nationaux, on a eu le cas à en désigner. En 2011, lorsqu'on a voulu dialoguer, l'opposition et la mouvance, il y a eu un consensus sur 3 médiateurs nationaux. Parce que les jugements, à l'époque, pas de médiateurs internationaux. C'était Monseigneur Gomez, le doyen Nabioula et Eladj Rafiou Bari. Un consensus s'est dégagé entre l'opposition et le mouvement pour que ces 3-là dirigent le dialogue. Deuxièmement, en 2013, lorsque Saïd Zinit est venu, on a dit qu'il faut lui adjoindre des nationaux. C'est toujours bon. Alors, on n'a pas pu s'entendre sur les médiateurs nationaux. Il y a eu les consultations. Finalement, on a décidé que l'opposition désigne un médiateur national et que la mouvance désigne un médiateur. Et la mouvance a désigné Abou Paré et nous, opposition, on a désigné Salif Silla. On est arrivé à la société civile, c'était la même chose. On a dit de trouver la société civile. Et ils ont désigné, ils ont proposé comme représentant de la société civile dans Sakourma. L'opposition n'était pas d'accord. On a dit, bon, on n'a pas, c'est pas dans ça. Après, on a dit, bon, chacun n'a qu'à désigner. Ils ont désigné finalement dans ça. Et nous, on a désigné Sekou Koundouno, qui parlait citoyen, qui venait d'émerger comme ça. Et donc, on a ces gens-là. Parce que la crise de confiance étant une partie, ne peut pas désigner le médiateur sans consultation préalable avec les autres. Parce qu'en face, vous allez avoir les acteurs politiques, le CNRD et le gouvernement. Et vous savez qu'il y a... Vous avez des doutes sur les facilitatrices qui sont désignées, c'est ce que ça veut dire? Oui, de façon unilatérale. Ce n'est pas les personnes, c'est le principe dans une médiation. Le principe, c'est que le médiateur doit avoir la confiance des deux parties en présence et qu'ils doivent être choisis à l'issue d'une concertation ou alors chacune des parties désigne pour assister le médiateur principal, celui de la CEDEAO. Sur le principe, on doit les désigner de manière consensuelle. Si une des parties, puisque quand même nous avons les acteurs politiques d'un côté, le CNRD et le gouvernement de l'autre. Si le gouvernement désigne les médiateurs, alors que lui-même il est parti au dialogue et au conflit qu'il faut aplanir, qu'il faut régler, ça donne un problème. Alors, vous avez demandé de la banane, on vous a offert du gombo. L'autre camp pense que le 14 est de mauvaise foi. Vous pensez que c'est de la distraction. Dites-nous aujourd'hui, quelle autre alternative reste pour sortir de ce bourbier, de cette crise? La concertation préalable. Enfin, il y a un pré-dialogue. Pour se mettre d'accord, de quoi on va parler? Pour se mettre d'accord, même si on ne passe pas exhaustif, qui va assurer la médiation? Parce qu'entre nous, il y a une petite crise de confiance qui s'est aggravée. Donc, on doit se concerter de façon informelle pour savoir qu'est-ce qu'on fait.
au niveau du médiateur et tout. Qu'est-ce que les choses? Comment on fait? Quels sont les sujets qu'on va discuter? Et quels sont ceux qui sont susceptibles de nous aider à nous entendre, à planir nos divergences? Et pour que dans une concertation informelle, on se mette d'accord sur les personnalités qui peuvent jouer ce rôle. Sur ce cadre de dialogue, nos confrères de Jeune Afrique annoncent des négociations secrètes entre le colonel Mamadi Doumbouya et Sidya Touré, et ils évoquent à l'appui de ils évoquent à l'appui de cet article une rencontre que le Premier ministre a eue avec le leader de l'UFR à Abidjan en marge de son séjour récent en Côte d'Ivoire. Est-ce que de telles démarches sont en train d'être menées à votre endroit également? Non, bon, il y a beaucoup de gens qui parlent pour essayer de convaincre, de discuter, de faire ceci et de faire cela. Mais bon, je ne sais pas si Sidi a rencontré le Premier ministre, comme vous le dites, parce que la presse a dit que ça peut être vrai, ça peut être aussi vrai. Si les concertations peuvent avoir lieu pour qu'un consensus soit trouvé, je n'ai pas d'objection. Parce que je sais que Sidia est aussi de ceux qui pensent, comme moi, qu'il fallait une concertation préalable pour le choix des médiateurs. Une partie ne peut pas les choisir, prendre un décret ou un arrêté pour les désigner. D'autant plus que le gouvernement est parti au dialogue. Alors, oui, allez-y. Voilà, deux questions en une. Peut-être vous allez prendre la dernière. Est-ce que vous êtes en exil ou tout au moins vous continuez à dérouler votre agenda à l'extérieur, comme le disent souvent certains responsables de votre parti ici en Guinée? L'autre chose, quel est aujourd'hui votre regard sur le fonctionnement de la CRIEF? Écoutez, alors, est-ce que je suis en exil? Je suis en train de travailler à l'extérieur. Vous savez que la force aussi de l'UFDG, c'est qu'elle a des militants très très dynamiques à l'extérieur, au sein de la diaspora. Certains estiment que 70% de la diaspora milite dans l'UFDG. Mais ça prend du temps, là, monsieur le Président. Hein? Ça prend du temps. C'est le calendrier qui est grand. Ça prend du temps, oui, évidemment. Bon, ça prend du temps, mais je vais tâcher. On lit au dossier à la CRIEF, peut-être. C'est ce qui se dit ici à Conakry. Bon, écoutez, ce qu'il a crié de façon générale, la justice, parfois, on peut avoir des doutes sur l'indépendance et la neutralité de justice sur la base du traitement qu'elle a donné, à certains dossiers. C'est sûr qu'on n'a pas de l'assurance quant à sa indépendance, quant au fait qu'elle ne soit pas instrumentalisée quelque part. Mais ceci dit, écoutez, ça ne veut pas dire qu'on décide de rester en exil. Pas de problème, on pose des questions sur certaines accusations portées contre certains leaders publics, le fait que certains soient en prison. On a quelques doutes, mais vous savez sûr que je vais rentrer. Je continue quand même à répondre aux invitations des nombreuses fédérations de l'extérieur. Comme vous le savez, je dois aller incessamment au Canada aussi, parce que l'autre fois, je n'ai pas pu aller, j'étais aux États-Unis, je n'avais pas de visa pour le Canada, maintenant j'en ai un, et je vais pouvoir aller. Il y a beaucoup d'autres pays, comme la Côte d'Ivoire, l'Angola, l'Angola qui vient de construire un siège pour l'UFDG, il lui appartient, souhaite que l'inauguration soit assurée par le président de l'UFDG, mais je ne vais pas tarder à revenir lorsque j'aurai effectué un certain nombre de déplacements. D'accord, oui. Et la dernière question. Alors, Monsieur Cellou Dalein Diallo, une école a été bâtie aujourd'hui sur les ruines de votre ancien domicile, et de plus, le nom a été donné à un héros de l'histoire, Diawondo Barry. Quelles sont vos impressions à cet effet? Je ne souhaite pas parler trop de ce dossier, on en a suffisamment parlé. J'estime que le traitement de cette affaire de maison, c'était vraiment le mépris de la justice et la négation du droit. Puisque moi, je suis citoyen, j'ai porté plainte à la justice et je pense que le dossier est toujours pendant là-bas, même si on a confisqué, détruit, construit une école baptisée dans la pompe. Cette école, bon, moi, je n'ai pas à me prononcer tout sur cette question. Je considère que c'est mon bien et j'ai porté plainte avec les demandes de preuve que j'ai au niveau de la justice, qui malheureusement, jusqu'à présent, n'a pas réagi.